C'est pas du vent. Anne-Cécile Brun, François Porcheron. Bonjour, les OGM, organismes génétiquement modifiés, sont présents dans nos médicaments et ils représentent désormais un tiers des semences vendues dans le monde. Alors qu'est-ce qu'un OGM ? Pourquoi est-ce si difficile d'en parler sans passion ? Et en avons-nous dans notre assiette ? C'est à toutes ces réponses que le journaliste Frédéric Danhé répond dans son dernier ouvrage, OGM, le vrai du faux, publié chez Delachaux et Nestlé. Il sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. La permaculture est une véritable boîte à outils pour la transition écologique. Née en Australie dans les années 70, ce concept se diffuse petit à petit dans les villes et les zones rurales du monde entier. Et vous êtes l'un de ces prophètes. Bernard Alonso, bonjour. Bonjour. Vous venez du Québec, vous aviez une ferme à Rougemont, dans le sud de Montréal, dans les années 90. Et c'est à partir de là que la permaculture est entrée dans votre vie et du coup au Québec. Voilà, la ferme a été l'endroit précurseur de la permaculture, ce qui nous a sauvé la vie parce que en même temps j'étais dans le monde biologique et je me rendais compte que même l'agriculture biologique et la culture biologique n'avaient pas de sens, que ça allait contre le courant de la nature. Alors j'ai eu la chance d'avoir mon premier stagiaire qui connaissait la permaculture et qui connaissait Fukuoka, Masanobu Fukuoka, qui a écrit un petit livre qui s'appelle La Révolution pour un seul brin de paille, The One Straw Revolution. Alors j'ai lu ça en une nuit, fasciné de voir que ce que je pressentais existait, et non seulement existait, mais était pratiqué et était prouvé qu'on pouvait fonctionner dans le sens de la nature. Alors arrêtons là le suspense. Qu'est-ce que c'est que la permaculture ? Alors la permaculture, c'est une tentative de s'insérer en tant qu'humain, en tant qu'élément, dans un écosystème, en apportant, comme tous les systèmes de la nature, plus d'énergie que je n'en consomme, en créant de l'énergie, en créant la vie, tout ça pour nourrir, se loger et socialiser en harmonie avec notre environnement. Alors c'est la science du design. Le mot design anglais veut dire en même temps plan, projet, planification, mécanisme. Donc c'est vraiment la création d'un écosystème ou d'un mécanisme naturel où des systèmes sont mis en interrelation pour créer quelque chose, la vie ou de l'énergie. Alors vous êtes venu en France cette semaine grâce à l'association Biomimicry Europa qui vous a invité pour faire une conférence. Alors cette association soutient la démarche du biomimétisme, c'est-à-dire justement imiter ce qui est imitable et ce qui peut nous apporter à nous, les humains, des exemples dans la nature. Alors c'est un peu ça, le principe de la permaculture, c'est apprendre à observer son environnement pour voir comment en tirer un maximum en consommant le minimum. Alors voilà, c'est pas un peu ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et ça revient au goût du jour. Il y a eu Léonard de Vinci qui s'est inspiré de la nature. Il y a eu Gaudi dans son architecture. Il y a plusieurs façons on peut copier les formes qui ont le nombre d'or et une forme géométrique qu'on retrouve dans les spirales de l'escargot, etc. On s'en sert en architecture. Il y a les mécanismes, par exemple la toile d'araignée qui est faite avec des fils, certains fils précis qui collent, certains fils qui sont visibles à l'infrarouge pour pas que les oiseaux les détruisent, etc. Certains fils comme de l'acier. Donc il y a un mécanisme qui est intéressant à copier. Et il y a les systèmes, donc comme des systèmes sociaux. Et la permaculture, le design, c'est-à-dire le plan de vie, c'est un système que l'on copie à la nature, de la nature. Alors concrètement, ça se traduit comment ? C'est-à-dire, ça commence, j'imagine, par observer son environnement, et ça s'applique tout d'abord, basiquement, j'imagine, à l'agriculture. Alors, bon, pour que l'homme évolue sans stress et dans sa conscience, il faut qu'il soit rassuré dans 3 domaines. Se nourrir, se loger. Depuis que l'homme existe, il a besoin d'un abri, d'une hutte pour élever sa famille et se protéger des intempéries, et socialiser. Ce sont ces 3 éléments de base qui sont cruciaux pour qu'on puisse évoluer en équilibre et créer. Alors,
pourquoi on pense que la permaculture, c'est de l'agriculture? Parce qu'on commence par ça. Parce que le ventre plein, on peut philosopher, on peut socialiser, on peut construire notre maison, mais tant que notre ventre n'est pas plein, on ne peut rien faire. Alors l'agriculture, c'est la culture à partir de la terre, de nos aliments, des cueillettes, des fruits. Donc il y a un grand domaine à connaître et que la permaculture, dans des techniques apportées, implique. Donc c'est copier le fonctionnement de la nature pour se nourrir. Mais alors ça veut dire quoi, par exemple? Ça veut dire on ne laboure pas la terre, mais on cultive quand même. Donc quelle est la différence? Vous disiez avant vous faisiez du bio et en fait c'était limité, la permaculture c'est mieux. Alors pourquoi c'est mieux? Alors la permaculture, ça n'est pas de l'agriculture, la permaculture c'est une approche. C'est de copier la nature. Par exemple, dans la nature, une forêt, si vous prenez le sol d'une forêt, il est tout le temps équilibré. Il n'y a pas de carence en acide, en pH. Il n'y a pas de carence totale. Et pourtant, il y a des plantes aux 5 cm². Il y a des arbres. Et personne n'a besoin de retourner le sol, d'amender le sol, de fertiliser le sol. Et les forêts sont durables. C'est un écosystème, la forêt, qui est viable, qui est complet. Alors, en imitant dans l'agriculture, ce qui se passe dans la forêt, on arrive à avoir des systèmes durables. Par exemple, il y a le jardin comestible, le jardin forestier comestible, où on met les 7 strates que l'on retrouve dans toutes les forêts du monde, qu'elles soient tropicales, continentales, laurentiennes. Il y a 7 strates de plantes, il y a les herbacées, les rhizomières, les grimpantes, enfin je vais vous pas toutes les dénommer, et lorsqu'elles sont mises en interrelation, c'est ça la permaculture, le système est viable, il se vit, il produit. Donc on peut imiter la même chose sur un terrain vide, planter ces 7 strates en choisissant des fruits, des légumes, des arbustes, des buissons, des herbacées, etc., qui nous nourrissent, et le système va s'autogérer de lui-même. Comme une forêt, il va être durable pour les générations futures et il va nous produire des aliments. Alors à travers l'exemple que vous venez de prendre, on comprend bien donc qu'il ne s'agit pas simplement béatement d'observer, en fait c'est très technique et très scientifique, c'est un vrai savoir-faire. Alors c'est un vrai savoir-faire, mais c'est un vrai savoir imiter. Là je vous fais le lien avec la biomimicry, ou le biomimétisme en français, c'est imiter le fonctionnement. Alors, la première étape, vous avez bien raison, c'est observer pour comprendre, pour appréhender. Et alors, là où il nous manque un mécanisme, c'est l'approche de l'hémisphère droit de notre cerveau, qui a été un petit peu atrophié, pas mal atrophié par notre culture du monde industriel qui nous envoie à l'école à 5 ans, qui nous empêche de jouer, qui nous empêche de connecter avec cette nature pour l'appréhender dans le sens, je sais pas si apprehend, c'est-à-dire de la sentir. Alors les premières étapes, c'est d'observer sans analyse, observer et sentir ce qui se passe. Alors la partie droite du cerveau, c'est la partie créative. C'est la partie créative, c'est la partie intuitive, c'est celle qui se connecte au-delà du verbal avec la compréhension de la plante qui communique avec nous. Et on parle pas d'ésotérisme là-dedans, on parle de vraiment se connecter au sens même du fonctionnement de la plante par le senti. Et donc ça se passe comment? J'observe, je le sens, et une fois que c'est senti, c'est interprété dans ma bio-information de mon cerveau droit, c'est transféré à mon cerveau gauche qui va l'interpréter pour le verbaliser. Ce que l'on fait, on va trop vite dans l'analyse et on court-circuite cette information. Tous ceux qui vous disent qu'ils ont le pouce vert, les agriculteurs qui ont le pouce vert, ce sont des gens qui ont développé cette partie droite du cerveau. C'est pas quelque chose de nouveau. Le cerveau droit existe, il est dans chacun d'entre nous. C'est cette intuition, hélas, qui surgit que quand on est dans des moments de détresse. Alors qu'avec une formation en permaculture comme je donne, on développe cette partie droite pour pouvoir appréhender aussi bien le monde végétal que le monde animal et que le monde humain. Si nous devons travailler en équipe, je dois appréhender la personne qui, au lieu d'essayer de la comprendre dans ce qu'elle me dit, je dois appréhender ce qu'elle sent et ce qu'elle a besoin d'exprimer au travers d'une intention commune qu'on appelle un design. Alors, vous essaimez dans de
nombreux pays dans le monde, puisque vous avez quitté votre ferme en 2007, vous avez pris votre bâton de pèlerin et vous expliquez comme ça à de nombreux peuples ce qu'est la permaculture. En Inde, notamment, dans le Tamil Nadu, dans le sud-est de l'Inde. Alors, comment les Indiens appréhendent la permaculture? Eux, c'est beaucoup plus facile. D'abord, il n'y a pas d'intellect pour leur expliquer quoi que ce soit. Ils sentent les choses davantage. Ils ont ce cerveau droit beaucoup plus disponible. La façon de faire que l'on importe est très facile pour eux de l'intégrer. Le projet est plutôt de les empêcher de s'urbaniser, de sortir de leur village. Donc, c'est un projet qui entretient les femmes dans le jardin de la cour arrière, le backyard garden. Et on transfère des plantes pour se nourrir et des plantes médicinales qui sont rachetées pour être transformées par elles-mêmes dans des produits ayurvédiques. Donc on les entretient dans leur village pour éviter l'urbanisation. Donc c'est un projet qui empêche l'industrialisation, si vous voulez, et qui essaye d'entretenir une connaissance atavique, parce que il y a la génération, les grands-parents qui sont là sur place, savaient cultiver, tout le monde cultivait un minimum dans leur petite cour arrière, et ça c'est en train de se perdre. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. The Seeds dans C'est pas du vent sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Bernard Alonso, professeur international en permaculture, même si vous préférez le titre de facilitateur. Absolument, c'est plus le professeur, c'est l'ancienne image du gars qui sait tout en avant et puis qui apprend aux ignares sur les bancs d'école. Non, je pense qu'on a tous à l'intérieur cette graine de permaculture et moi je facilite son développement. Alors comment faire en sorte justement que la permaculture prenne racine dans nos vies quotidiennes? Certains citoyens s'y emploient, comme le mouvement des incroyables comestibles qui est né en Angleterre dans la ville de Todmorden près de Manchester et qui est en train de s'implanter dans de nombreuses villes dans le monde, de Tokyo à Buenos Aires. Alors, nous avons reçu François Rouillet qui est l'un des fondateurs du mouvement en France. Nous sommes des citoyens jardiniers solidaires et nous faisons l'expérience d'un nouveau modèle de société vertueux, éthique et solidaire. On veut travailler sur l'autosuffisance alimentaire des territoires. Et alors, on travaille à transformer l'espace public en jardin potager géant et gratuit. Et donc, on plante, on arrose et on partage. Donc, concrètement, vous mettez des bacs dans la ville. Alors, vous, votre ville, c'est près de Strasbourg, à 50 km dans l'est de la France. Et vous mettez des bacs dans lesquels vous plantez des légumes et les gens peuvent se servir. Alors c'est ça le principe, mais il y a une progression qui est différente d'une commune à l'autre en fonction de l'ouverture des élus locaux à accueillir, oui ou non. Est-ce qu'on arrête de mettre des fleurs dans les bacs et qu'on transforme pour mettre des légumes, comme on l'a fait à Todmorden, où il y a 70 bacs dans la ville, c'est marqué food to share, donc nourriture à partager. Et donc sur des communes où les élus sont encore un peu effrayés de voir cette révolution du partage qui arrive sur le territoire et on n'est plus une ville fleurie mais une ville garnie. Donc on le fait devant chez soi, sur l'espace privé ouvert au public. Et puis aujourd'hui on assiste à un changement absolument révolutionnaire. C'est du jour au lendemain. Vous avez le maire, le conseil municipal qui disent on le fait ensemble. Et voilà, on le fait ensemble. Alors est-ce que pour vous, ce mouvement, Bernard Alonso, s'intègre dans la permaculture ?
C'est de la permaculture. Je pense que c'est la permaculture qui a commencé ce mouvement dans cette ville de Manchester. Alors oui, la permaculture, c'est de la permaculture humaine, mais aussi, imaginez par exemple la ville de Paris où tous les arbres sont des arbres fruitiers, où toutes les plantes sont des baies, où toutes les bacs sont des fleurs comestibles, des fleurs mellifères, où il y aurait des abeilles, etc. On doit, et il va falloir qu'on s'y mette, rendre nos villes beaucoup plus viables et beaucoup plus comestibles. Voilà, alors, donc la permaculture, c'est pas uniquement pour l'agriculture, ça s'adapte aussi aux villes. C'est recréer un écosystème au sein des villes pour qu'elles soient durables. Absolument, et il y a le mouvement de Rob Hopkins qui s'appelle Transition Town, ville en transition, qui vraiment est le mouvement qui... Alors ça explose, quoi. Toutes ces initiatives viennent de la permaculture. Donc la permaculture, ça n'est pas une technique, c'est une approche de refaire des choses naturelles, de verdir nos villes et de devenir plus en harmonie. Vous voyez, ce qui nous a fait déséquilibrer ce monde, c'est que le monde industriel s'est développé sans prendre soin de l'environnement et de l'écologie. Et la permaculture nous remet dans un design où tout est pris en compte. Il n'y a pas un monde qui a été fait pour l'humain et adéquatement, il y a des animaux et des plantes pour l'humain. Non, l'humain a son rôle parmi les autres qui ont leur rôle. Et il y a une harmonie à recréer. Ça va pas se faire, ça a pris du temps pour arriver d'une manière aussi déséquilibrée. On est 4,6 milliards d'années. Si on met ça sur 46 ans, ça fait seulement 4 ans que l'humain est sur la Terre, et ça fait 1 minute que le monde industriel existe. Pour vous donner un parallèle, donc en 1 minute, on a déjà déséquilibré les 3/4 des forêts, presque les 3/4 des forêts. On n'a pas le choix. Il y a des changements climatiques, il y a une économie qui nous pousse en arrière, il y a plus de pétrole, on n'a pas le choix de se transformer. Alors je prêche pour ma paroisse, quoique la permaculture n'est pas une religion, mais c'est une boîte à outils complète que j'enseigne et qu'on enseigne partout dans le monde. Ça s'appelle un PDC, Permaculture Design Course. C'est sur mon site, permacultureinternational.com. Vous allez voir que, donc, pendant cette immersion, on se transforme et on apprend à regarder le monde. Et la clé, c'est la transition. Oui, parce qu'il faut que chacun réapprenne finalement à trouver son rôle. C'est le principe de la niche en permaculture. Absolument. Alors la niche, c'est quelque chose qu'on a complètement zappé, pour parler à la parisienne. On a complètement omis que dans chaque élément dans cet écosystème terrestre a un rôle particulier, unique. La coccinelle, elle est formatée physiologiquement, physiquement, pour attraper les pucerons. Elle a des antennes qui capte les pucerons. Elle a des mandibules qui sont comme un boulon et une vis faits pour étêter les pucerons. Alors, l'abeille, elle est faite pour épolliniser. Et l'humain est fait pour jouer un rôle. Et chaque humain individuel a des rôles. Ils naissent avec des rôles. Il y en a qui naissent avec une voix extraordinaire. Il y en a qui ont un rôle de communicateur. Il y en a qui ont des rôles de scientifiques. Et vous savez, ils naissent comme ça. Il y a des ingénieux qui naissent avec la bosse de l'ingéniosité, etc. Alors, le monde industriel nous a déformatés. On fait des prototypes pour consommer, puis dépenser, produire et consommer. Et il faut que l'on change. La boîte à outils nous permet de prendre conscience d'abord de notre pouvoir de se transformer, donc de notre transition, et de découvrir notre niche. Quel est mon rôle? Et je ne pars pas d'un truc très profond là. Quel est mon rôle à créer dans cette matière? Et quand j'exprime mon rôle, non seulement ce rôle me nourrit, mais il apporte à mon écosystème. Et c'est ça le design en permaculture. On appelle ça l'analyse des niches, the niche analysis. Eh bien, Bernard Alonso, malheureusement, on est déjà à la fin de l'émission, mais si chaque auditeur a une petite minute à consacrer pour se demander justement quel est son rôle, peut-être qu'on va changer quelques petites choses dans ce monde grâce à cette émission. Bravo. Merci, en tout cas, d'être passé dans l'écosystème de C'est pas du vent. Et vous, les auditeurs, restez sur RFI. De toute façon, vous ne serez pas mieux ailleurs. Dans 3 minutes, juste après un bref rappel de l'actualité, nous parlerons des OGM. Ça, c'est pas très permaculture. Oh lolo, allez donc. Allez, à tout de suite quand même.